de reprendre les travaux et avec, après cette matinée très riche et très dense, et bien à nouveau, j'allais dire une après-midi un petit peu marathon. Un marathon qui, comme le disait Monsieur Quick, pour lequel on vous remercie en tant que participant, mais on remercie aussi les intervenants qui jouent le jeu en donnant aussi, j'allais dire, seulement un aperçu de tout ce qu'ils font, mais qui vous permet un petit peu d'accéder à cette vitrine de bonnes pratiques que souhaitez vous proposer l'ADAPT aujourd'hui. Et on va poursuivre avec une première table ronde pour cet après-midi sur l'autonomisation des jeunes et action de l'environnement, qui sera animée par Cyril Coulet, qui est chargé de développement des territoires à l'ADAPT. Je lui cède la parole. Merci. Merci Anne. Effectivement, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde. Je vais juste très succinctement vous présenter nos différents intervenants. Nous avons le professeur Michel Mercier de l'Université de Namur qui se trouve tout à ma gauche. Un peu plus près de moi, vous avez Madame Audrey Parron qui est chercheuse au LIST et à l'Université de Toulouse. Monsieur Paul Gallard, qui est trésorier adjoint de l'UNAPI, ancien président de l'ADAPI des Deux-Sèvres, qui à ce titre a été à la fois président d'une association de famille, mais également d'un organisme gestionnaire. Nous avons monsieur Thierry Havener, qui est kinésithérapeute à l'ADAPT, et madame Bronstein, qui est présidente du collectif pour l'inclusion scolaire individualisée, et qui auront chacun la possibilité de nous présenter les différentes facettes de l'autonomisation des jeunes et des actions de l'environnement. Et je donne tout de suite la parole à monsieur Mercier, qui va pouvoir un petit peu nous présenter le retentissement du passage à l'âge adulte pour les personnes en situation de handicap. Ok. Donc d'abord, je remercie l'ADAPT de m'avoir invité à intervenir et Dominique Velge, avec qui j'ai eu un contact direct. À l'origine, je croyais que je devrais parler de recherche, que j'ai d'ailleurs travaillé avec Dominique Velge sur la mise au travail. Et puis M. Coulier m'a demandé de reprendre des éléments de recherche que j'avais fait dans le domaine de la constitution de l'identité, de l'accès à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Donc le passage à l'âge adulte est conditionné finalement par le développement psychologique global. Alors je vous dis tout de suite que ce que je vais essayer de vous dire en 10 minutes aujourd'hui, je le donne en 3 heures de cours d'habitude. Donc vous vous accrochez. Hein. Alors, durant l'annonce du handicap, on peut dire que toute la problématique, c'est d'accepter l'inacceptable, finalement. Le handicap reste inacceptable et l'environnement dont je parlerai, c'est l'environnement parental, c'est-à-dire la relation, puisqu'on m'a demandé une approche psychosociale, la relation des parents avec l'enfant et en quoi ça constitue son identité. Alors, les parents ont toujours une réaction de déni, tout comme quand il y a un handicap acquis, comme moi je l'ai eu, il y a une réaction de déni au point de départ. On nie le handicap, on fait comme s'il n'existait pas. Mais déjà là, il n'y a pas de respect, finalement, de l'identité propre de l'enfant en situation de handicap lorsque le handicap est annoncé à la naissance. Ensuite, on a un deuxième type de réaction qui est une néantisation, c'est-à-dire une réaction, si vous voulez, où le handicap envahit finalement, l'échec du handicap envahit la relation parent-enfant et on ne voit plus que le handicap. C'est une forme dépressiogène, si vous voulez, de réaction au handicap. Nous avons d'autres réactions aussi qui sont des réactions de clivage, c'est-à-dire que le parent voit son enfant comme son enfant d'un côté et reconnaît le handicap de l'autre. Donc il y a une évolution de conciliation du déni et de la néantisation, mais il y a une bipolarisation finalement de la réaction au handicap. Une mère me disait, c'est mon enfant et ça reste mon enfant, et que vous me dites qu'il n'apprendra pas à lire ni à calculer, eh bien c'est autre chose. Donc c'est une forme
schizoïdique, si vous voulez, de réaction qui, finalement, pose des problèmes dans l'identité de l'enfant qui va se constituer. Et enfin, il y a un comportement de sacrifice expiatoire où les parents culpabilisent face au handicap qui a été généré par leur vie sexuelle et leur reproduction. Et ce sacrifice expiatoire se projette souvent sur la fratrie, c'est-à-dire où il y a un type de réaction où on consacre toute la vie de la famille à la personne handicapée en se disant que les autres enfants, les frères et les sœurs, pourront se débrouiller. Donc vous voyez que d'entrée de jeu, il y a un type de relation qui induit une constitution identitaire qui est problématique pour la personne en situation de handicap. Et à l'âge adulte, cette constitution identitaire, la personne en situation de handicap, à mon avis, quand ça se passe dès la petite enfance, et on vit toujours avec sa petite enfance, on vit toujours avec son développement psychologique primaire, et devra être dépassée dans les relations aux autres adultes, dans les relations au travail. Ce phénomène psychologique doit être assumé par la personne handicapée. Au premier stade de développement, de 0 à 6 ans, il y a constitution de la personnalité de l'enfant. Et cette personnalité de l'enfant, sans que je sois du tout freudien et orienté psychanalytique, je reprends quand même les 3 stades freudiens, le stade oral, le stade anal et le stade phallique, qui, à mon sens, dans la relation aux parents, sont constitutifs de l'identité et de la personnalité de l'enfant. Simone Sauce, dans Le miroir brisé, qui travaille à l'Université de Paris 5, affirme que lorsqu'elle rencontre des parents dans des consultations psychologiques dès le premier âge, il y a quelque part la réaction de déni et néantisation dont je vous ai parlé, mais il y a aussi un refus finalement d'admettre que la personne handicapée pourra se reproduire, c'est-à-dire pourra devenir elle-même parent, parce que la parentalité est mise en échec dans le fait même de la naissance de l'enfant handicapé. Par ailleurs, il semblerait que dans cette relation finalement de parentalité spécifique au stade oral, il y a une difficulté de passer à la relation anaclitique qu'on voit dans le développement du stade oral, c'est-à-dire la fusion à certains moments, mais la prise de distance des parents par rapport à l'enfant à d'autres moments. Et la réaction de sacrifice expiatoire fait qu'il y ait une forme de relation fusionnelle qui se perpétue entre l'enfant et la mère et entre l'enfant et les parents. Et là aussi, la constitution identitaire va jouer. Au deuxième stade, les parents doivent souvent refaire un nouveau deuil, donc entre 1 an et 3 ans, au stade d'acquisition de la propreté, puisqu'il y a en même temps acquisition de la marche, acquisition de la propreté et acquisition du langage. Or, dans de nombreux handicaps, une de ces 3 composantes sont altérées. Dans le handicap moteur, évidemment, comme différentes pathologies, comme les maladies neuromusculaires neurodégénératives, si elles se présentent à ce moment-là, comme les spina bifida, comme les blessés médulaires. Donc, il y a vraiment un nouveau deuil à faire. L'enfant ne marchera pas. Comme l'enfant ne sera pas propre dans certaines circonstances, puisqu'il y a des enfants qui, tout petits, sont sondés. Et j'aimerais bien de rediscuter d'ailleurs avec nos collègues de Villeurbanne, parce qu'on a créé un projet d'intégration d'enfants handicapés dans les milieux d'accueil collectif ordinaires, dirigé par la ville de Namur et par l'Office de la naissance et de l'enfance. Eh bien, on rencontre ces problématiques où les parents, dans les crèches, doivent refaire ce deuil, puisque des comportements se produisent chez les autres enfants et ne se produisent pas chez leurs propres enfants. L'acquisition du langage, même chose, des difficultés de développement du langage dans certains types de handicap se manifestent entre 1 an et 3 ans et un nouveau deuil est à faire. Au 3e stade, au stade phallique, et le stade de l'Œdipe que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'enfant est attiré par le parent de l'autre sexe et s'identifie aux parents du même sexe, mais je pourrais donner des tas d'exemples, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. Le processus d'identification pose problème
quand l'enfant est handicapé. Pourquoi? Parce que le parent sait et vit et transmet dans sa relation à l'enfant, et donc l'enfant le vit aussi, l'enfant vit des processus inconscients qu'il ignore et qui reviendront dans son âge adulte, l'enfant prend conscience qu'il ne sera jamais comme son parent adulte. Si je suis non-voyant, si je suis sourd, si je suis trisomique, je sais, quelque part dans la constitution de l'image identitaire, que je ne serai pas comme mon parent auquel je m'identifie. Et en cas où le parent est handicapé et l'enfant est valide, le processus inverse se pose, c'est-à-dire l'identification peut aussi subir certains dysfonctionnements. J'ai un ami qui était paraplégique et son fils de 4 ans lui a dit « Mais papa, quand je serai grand, je serai aussi en chaise roulante alors, puisque je deviendrai un homme. » Donc, le processus d'identité se manifeste et se joue dans la relation aux parents de manière particulière, comme j'ai essayé de vous le décrire très rapidement, et devra être assumé par l'adulte. Il reste 2 minutes. Je passe rapidement l'adolescence. Premier stade de l'adolescence, le processus d'affirmation de soi, quand la personne adolescente handicapée dépend des parents, ne peut pas aller à l'école tout seul, dépend des parents pour ses loisirs, dépend des parents pour ses déplacements, l'affirmation de soi au moment de la prépuberté pose problème. Deuxième stade, le stade pubertaire, le stade de constitution identitaire, je vous ai montré brièvement qu'il était problématique. Troisième stade, le stade juvénile, c'est le stade des premières relations sexuelles, de la découverte du flirt, de la découverte de la relation finalement qui va se constituer dans une nouvelle parentalité. Eh bien, là, et l'entrée dans l'âge adulte, l'entrée dans l'âge adulte et la vie professionnelle, il y a de nouveau des spécificités à assumer. Donc, je dirais qu'à l'âge adulte, le processus d'assertivité, d'assertiveness, comme disent les anglophones, où je dois affirmer mon identité et mon désir et avoir une écoute active à l'égard de l'autre pour être dans l'assertivité, ça pose des difficultés, parce qu'affirmer mon identité alors que je dois aussi réaccepter l'inacceptable et que mon identité, je dois l'assumer de manière particulière, et quand on a un handicap, on doit assumer son identité comme une particularité qui s'est constituée dans le processus identitaire de manière particulière, et par ailleurs, demander une écoute active, alors que la première bataille que j'ai à assumer, c'est avec mes propres difficultés, mes propres inacceptations. Ce matin, Anna nous parlait des stéréotypes à l'égard de la personne handicapée, et on a dit à mes parents, moi, quand j'avais 2 ans, ben avec ce qu'il fait, madame, il ira faire des paniers dans un atelier protégé. Alors, j'ai beaucoup de joie de dire, ben, je n'ai pas fait des paniers dans un atelier protégé, mais je me suis retrouvé dans un panier à crabes qu'est l'université. Donc, c'est une histoire de panier malgré tout. Donc, il est évident que dans le travail, dans la vie d'adulte, cette acceptation du handicap reste présente, et nous devons le savoir, et nous avons eu assez d'exemples ce matin à propos de la mise au travail, que le contexte social lui-même ne favorise pas finalement ce processus d'assertivité, puisqu'il y a des représentations sociales négatives, il y a des stigmatisations, et donc non seulement la relation sociale à la parentalité et à la famille doit être assumée, et l'environnement social, et Anna l'a décrit en contrepoint, en mettant en évidence les aspects de la Convention de l'ONU, c'est-à-dire que la société risque d'amplifier ce processus de constitution de la personnalité qui a des difficultés. Mais quand la personne handicapée en sort, alors je ferai appel à Boris Cyrulnik, que vous connaissez tous, il peut se passer un processus de résilience, c'est-à-dire le traumatisme est présent, l'environnement social est présent, mais avec un tutorat adapté
Et là, je crois que l'ADAPT et les associations ont un rôle de tutorat à jouer. Alors, la personne handicapée peut finalement développer des assertivités, peut développer des capacités d'adaptation qui sont au-delà de la moyenne. Mais pour ça, le monde associatif a un rôle énorme à jouer, c'est-à-dire d'aider par son tutorat à la constitution du processus de résilience. J'ai dit, excusez-moi si j'ai un peu dépassé mon temps. Merci beaucoup. Effectivement, on a réussi à avoir un léger dépassement, mais 3 minutes de plus pour 3 heures en principe de cours, c'est assez raisonnable. Du coup, je vais moi-même tout de suite redonner la parole à Madame Parron, qui, elle, a travaillé plus spécifiquement sur les enjeux de la définition de l'autonomie et des processus qui se font entre les personnes elles-mêmes, les professionnels et leurs familles. Donc effectivement, on va rester dans le passage à l'âge adulte. Alors moi, je vais vous parler plus spécifiquement des représentations de l'usage du mot de l'autonomie, alors au moment en fait de ce qu'on va appeler le projet d'autonomisation. Alors les moments du projet d'autonomisation, ce sont plusieurs moments qui se font dans le parcours de vie de la personne au début de l'âge adulte, comme par exemple des réorientations institutionnelles, des orientations de formation scolaire ou professionnelle. Donc, mon propos s'appuie sur un travail doctoral que j'ai effectué dans la ville de Toulouse. J'ai fait une enquête de 3 ans auprès de jeunes adultes en situation de handicap psychique. Donc, j'ai fait des entretiens auprès de ces personnes, auprès de leurs parents et avec au moins une personne qui ont participé à l'accompagnement du jeune dans des institutions médico-sociales ou psychiatriques. Donc j'aimerais insister finalement sur 2 choses. La première, c'est qu'on va voir que les personnes ne parlent pas de la même chose quand ils parlent d'autonomie. Il y a des représentations différenciées de la notion d'autonomie dans la définition du projet d'autonomisation du jeune. Ce sera mon premier point. Le second point qui va en découler finalement, c'est qu'autour de ces différentes représentations se joue un travail de négociation dans la définition du projet d'autonomisation. Donc, dans des situations d'accompagnement où sont présents des jeunes adultes, des parents et des professionnels de la santé ou de l'accompagnement social, donc toutes les personnes ne vont pas avoir les mêmes définitions du projet d'autonomisation. Alors, même si dans les discours, on voit des représentations assez différentes, il va y avoir quand même deux notions de l'autonomie qui vont s'opposer, une mauvaise autonomie et une bonne autonomie. Alors, la mauvaise autonomie, c'est la prise d'autonomie du jeune qui se fait sans maintien finalement d'accompagnement, que ce soit avec les professionnels ou avec les parents. Et à côté, à l'inverse de cette définition de mauvaise autonomie, qui est vraiment perçue comme risquant un délitement social finalement. Opposé à ça, il y a une définition de la bonne autonomie, c'est celle qui accepte des relations d'accompagnement et qui engage le jeune adulte dans des relations d'accompagnement ou de dépendance parentale. Alors, cette autonomie perçue, alors on va retrouver assez fréquemment le terme d'autonomie accompagnée. Elle est fréquente dans les discours des parents et des professionnels. Même si, là on n'a pas le temps de développer, les parents et les professionnels ne mettent pas les mêmes choses derrière. Mais on va quand même retrouver cette représentation un peu générale de bonne autonomie qui s'entend dans le maintien des relations d'accompagnement. Alors, contrairement à ces représentations de la bonne et de la mauvaise autonomie, chez les jeunes adultes que j'ai pu rencontrer, l'autonomie contient une forte dimension identitaire. Alors, on est autonome ou on se considère comme tel
Donc, lorsqu'ils sont engagés dans des relations d'accompagnement, ils vont relativiser leur autonomie. Alors, par exemple, souvent dans les discours, j'ai pu entendre, là je vais citer un jeune adulte qui dit « Ma mère m'aide pour les démarches administratives, je suis à moitié autonome ». Alors, chez les jeunes adultes, l'autonomie se relativise. Donc, face à ces différentes conceptions de la notion d'autonomie, les personnes négocient des espaces d'accompagnement dans la définition du projet d'autonomisation. Donc ces moments peuvent faire l'objet de négociations, de conflits ou de collusions. Alors collusion, c'est la mise à l'écart d'un des acteurs en présence. Alors je vais finir ce point en citant un exemple de négociation entre une mère et son fils de 17 ans. Donc, la mère dit ceci à son fils: quand tu auras 18 ans, on va mettre en place une mise sous tutelle pour t'aider à gérer ton argent. Donc, le fils répond: non, je ne veux pas, je peux gérer mon argent. Et sa mère, donc, rétorque: mais ce sont des pulsions. Tu ne peux pas savoir si tu vas y arriver ou pas. Et là, le jeune répond: je vais pouvoir prouver que je suis capable de le faire. Donc, dans cet extrait d'entretien, on voit que les négociations portent sur la capacité du jeune dans un domaine très précis de la vie quotidienne, à savoir gérer l'argent. Donc, je vais conclure là-dessus. Au moment de la définition du projet d'autonomisation du jeune adulte, les espaces d'autonomie et les besoins d'accompagnement se définissent et se négocient selon une vision capacitaire des personnes. En négociant, alors ces négociations se font autour d'une conception, on l'a vu, de bonne autonomie, une autonomie accompagnée, et qui admet dans sa détermination des relations de dépendance. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup. En plus de ça, je vous remercie encore plus de tenir les délais. Je sentais la pression sur mes épaules. Je vais pouvoir tout de suite donner la parole à Madame Bronstein, qui va pouvoir témoigner en tant que parent par rapport au parcours d'insertion professionnelle de sa fille. Voilà, je suis parent, et parce que je suis parent, je me suis retrouvée présider un collectif de 20 associations qui a des compétences régionales, donc sur l'Alsace, regroupées tout autour du thème de l'inclusion scolaire en milieu ordinaire. Ce collectif s'est créé il y a une quinzaine d'années, donc bien avant la loi de 2005, au moment où la question de l'inclusion scolaire était encore brûlante. On l'appelait d'ailleurs encore intégration à ce moment-là. Cette scolarisation en milieu ordinaire s'est accompagnée de toutes les galères de l'accompagnement. Le thème de l'accompagnement est ressorti beaucoup dans vos discussions ce matin et est encore ressorti tout à l'heure. Il est évident qu'il est fondamental, et c'est ce qui permet de faire le lien entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire. Sans accompagnement, dans beaucoup de cas, je veux dire, ça ne peut pas être une inclusion au milieu ordinaire. Simplement, on débarque la personne en milieu ordinaire, on va dire ça comme ça. Donc, je suis ici en tant qu'également représentante de la FNASEP, une fédération nationale pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap, donc qui se bat depuis le début pour la professionnalisation de cet accompagnement et faire que ce soit un vrai métier. Donc récemment, cet été, le gouvernement a accepté de titulariser ces auxiliaires de vie scolaire qui étaient mis à la porte au bout de 6 ans, mais on n'est pas encore dans le vrai métier et le travail continue à ce niveau-là. Au niveau de notre collectif, au niveau de la FNASEP aussi, au niveau de notre collectif régional, après l'inclusion scolaire est arrivée logiquement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sorti de l'école ou quand on arrive en bout de cursus? Pour ceux qui le peuvent, puisque nous représentons tous les types de handicap, ça sera la formation des études supérieures. Pour ceux qui ne le peuvent pas, handicap intellectuel ou psychique ou autre, c'est la formation professionnelle courte. Et là, il y a une double problématique, c'est la rupture avec le milieu, ou la transition du milieu scolaire vers autre chose, et comme vous l'a dit ce matin Serge Ebersol, le passage de l'enfant à l'âge adulte. Comment gérer tout ça? On se rend compte que pour l'instant, les acteurs actifs de l'inclusion scolaire se retrouvent un peu pris de court. Nous-mêmes, au niveau local, nous avons, dans le cadre de la convention de partenariat que nous avons avec l'Éducation nationale, fait un groupe de travail autour justement de l'orientation, de la professionnalisation et de l'insertion professionnelle des jeunes qui sortent, par exemple, du lycée-collège
ou du milieu ordinaire accompagné ou pas, voire du lycée pro lycée. Les cohortes arrivent et on se rend compte qu'à la sortie du lycée collège, 43% des élèves retournent en IM pro. Alors on va dire tout ça pour ça. Évidemment, il en reste toujours quelque chose, mais je ne pense pas qu'au départ, c'est ce qui était totalement prévu au niveau du cursus. Alors, pour illustrer un petit peu, et puis après je passerai à mon témoignage personnel, la seule continuité qui existe, par exemple, entre le milieu scolaire et une formation professionnelle, c'est quand l'élève passe en lycée professionnel. Là, il bénéficie toujours de l'accompagnement par l'enseignant référent, par une auxiliaire de vie scolaire s'il le faut, bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation, etc. Si l'acquisition du diplôme professionnel, mettons, on va dire CAP, se fait par la voie des CFA, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a plus d'enseignants référents en CFA. Il y a d'autres dispositifs, comme localement, nous bénéficions du réseau SARA, dont nous avons un représentant ici. Dans d'autres départements, ce sont des SACA, qui sont des dispositifs beaucoup plus light et qui ne remplacent pas l'accompagnement qui était prévu ou possiblement mis en place par le milieu scolaire ordinaire. Quand les jeunes passent en études supérieures, à nouveau, le problème se repose, l'accompagnement, la prise de notes, le passage aux toilettes. On assiste à un éclatement de l'accompagnement en différents services et acteurs qui n'est pas toujours heureux, puisque c'est à l'étudiant handicapé de gérer lui-même son accompagnement, en plus de devoir gérer ses études, ses déplacements, son autonomie, etc. Donc là, il y aura aussi des choses à revoir. Au départ, rien ne me prédestinait à m'occuper du handicap. C'est pour ça que j'admire beaucoup les personnes qui en ont fait leur profession. J'ai su plonger dedans parce que j'ai une fille handicapée, comme beaucoup de parents. Alors, elle a une maladie génétique rare qui provoque un handicap intellectuel, un déficit intellectuel, un peu d'autisme et des gros problèmes au niveau de la gestion des émotions. Elle a 19 ans. Donc, elle est typiquement au niveau de cette transition et de ses choix pour lesquels on a beaucoup bataillé. Alors, sa situation actuelle peut s'expliquer par son parcours. Elle a eu un parcours relativement classique d'une enfant qui a un handicap intellectuel, c'est-à-dire qu'elle était en CLIS, mais CLIS ancienne manière, c'est-à-dire avant la réforme des CLIS. Les CLIS, c'était les classes en fait, où on mettait les enfants dont personne ne voulait ailleurs. Donc, quand ma fille était, c'était la seule à avoir un dossier handicap. Tous les autres n'en avaient pas, mais enfin étaient là pour d'autres raisons. Donc, ambiance... voilà. Après la CLIS, donc, le parcours de ma fille s'est fait à l'époque où les auxiliaires de vie scolaire étaient encore associatives, à l'époque où les ULIS collèges se mettaient en place. Elle n'en a pas bénéficié. Il n'y en avait pas assez. Celles qui existaient n'étaient pas dans notre sphère géographique. Et elle a raté de peu l'ULIS lycée. Autrement dit, c'était la débrouille. Et il n'était pas question de faire un parcours adapté à ses souhaits et ses désirs. C'était simplement un parcours de survie, savoir où est-ce qu'on allait la mettre pour qu'elle puisse continuer à avoir des acquisitions scolaires et éventuellement avoir un diplôme ou un métier. Mais enfin, ça paraissait quand même à l'horizon vraiment très lointain. Et on s'interdisait même d'y penser comme quelque chose de pratiquement inaccessible. Elle a suivi un collège dans une filière adaptée, une filière locale de l'enseignement privé qui a été supprimée depuis. Et puis ensuite, elle a eu 16 ans. Fin de la scolarité obligatoire, qu'est-ce qu'on fait? Plus personne ne se sent responsable de rien, sauf peut-être de dire, bon, ben, il y a les établissements spécialisés. Un lycée professionnel privé a accepté de la prendre, non pas au vu de son cursus, puisqu'elle avait arrêté en 4e, et que normalement, quand on fait un CAP, il faut avoir fait une 3e, mais parce qu'elle avait 16 ans. Donc le directeur du lycée a m'a écouté et a accepté ma demande, peut-être un peu par surprise ou par pitié, j'en sais rien, ou à cause des deux, enfin peu importe. Mais quand j'ai dit qu'elle était accompagnée par une auxiliaire de vie scolaire, il m'a dit, ah bon, bah, l'auxiliaire attendra dans le couloir, elle lui fera répéter ses leçons quand elle sortira de cours. Alors on a dit, ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah si, non, nous, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon voilà, donc l'auxiliaire de vie scolaire est resté pendant une semaine dans les couloirs, à visiter les ateliers, à passer dans toutes les classes. Et puis au bout d'une semaine, il a vu quand même que comme ma fille se perdait dans les couloirs, qu'elle avait du mal à gérer les transitions de cours, qu'elle perdait ses affaires, il a accepté que l'auxiliaire commence à l'aider. Et c'est comme ça qu'on a pris pied dans l'établissement, qui n'avait jamais vu d'auxiliaire de vie scolaire auparavant. Ma fille voulait s'occuper d'enfants. Elle a fait de la restauration. Parce que c'est là où il y a du travail, et ça faisait partie des filières qui étaient accessibles.
elle avait fait 2 stages en crèche auparavant, qu'elle avait beaucoup aimé. Mais enfin, il est évident qu'avec un handicap intellectuel, il aurait été impossible de lui confier des responsabilités au niveau d'enfant, même peut-être un travail encadré, mais enfin bon. Donc, elle est dans la restauration. Et alors, je peux vous dire qu'un enfant handicapé en lycée professionnel, c'est en théorie vraiment pas l'endroit où il faut le mettre. C'est-à-dire que le public est très difficile. C'est un public fragile, mais qui n'a pas du tout les mêmes fragilités que les jeunes handicapés. Autrement dit, les fragilités, au lieu de se neutraliser l'une l'autre comme on le croit quelquefois, non, elles s'accumulent et elles se compensent. Ma fille était littéralement maltraitée, persécutée. On lui a dit qu'elle était folle, qu'elle aurait dû être en asile psychiatrique, au restaurant. Elle prenait des morceaux de pain, des morceaux de sucre, qu'elle ne devait pas être là. On lui souillait son assiette à la cantine quand le surveillant avait le dos tourné. Enfin bon, bref. Heureusement que le tiers de vie scolaire était là la moitié du temps, sinon elle n'aurait pas pu terminer. J'en garde un souvenir pas très agréable, bien entendu. Mais ça lui a permis d'avancer encore un petit peu dans la scolarisation, de faire des nouvelles acquisitions, parce qu'au niveau du handicap intellectuel, le handicap intellectuel n'est pas monolithique. Certains ont du mal à gérer le temps, l'espace, voire les deux, ont un problème de lenteur, c'est le cas de ma fille, qui continue à avoir des acquisitions alors qu'elle a 19 ans, et je pense qu'elle continuera encore à en avoir pendant un certain temps. Alors quand elle avait 10 ans, on me disait, vous savez, à l'adolescence, les apprentissages s'arrêtent, c'est la peine de continuer. Ben, c'est faux. Donc c'est un côté optimiste et dynamisant. Il y a d'autres handicapés intellectuels, ceux qui souffrent un peu d'autisme, qui ont des phénomènes de communication, de retrait social. Autrement dit, les choses ne sont pas univoques. Après ce CAP, comme il était CAP de restaurant option service, il était hors de question de la faire travailler dans un restaurant en ville. Il y a trop de bruit, trop d'agitation. Elle a beaucoup de mal à comprendre les consignes séquentielles, c'est-à-dire donner les unes à la suite des autres, où la deuxième consigne le restait perdue. Pour elle, ce n'était pas possible à gérer, mais on s'est rendu compte qu'elle aurait été bien dans un service, dans de la restauration collective, style centre culturel, centre socioculturel, cantine, maison de retraite. Et nous avons décidé de la faire continuer dans ce domaine-là, c'est-à-dire la restauration collective, par un CAP en alternance. L'alternance ayant l'avantage de commencer à mettre un pied dans le monde du travail. Donc là, une autre galère, trouver un apprentissage pour un jeune handicapé. C'est pas facile. On a trouvé un premier apprentissage qui s'est mal terminé. Elle a été licenciée juste à la fin de la période d'essai par une maison de retraite qui avait pourtant demandé un apprenti handicapé. Alors on ne sait pas à quoi il pensait en demandant un apprenti handicapé. Toujours est-il que les motifs de son licenciement ont été ne va pas assez vite, ne comprend pas assez vite les consignes, et de toute façon, il n'y a personne pour l'accompagner. Il me semble que ce genre de choses, on aurait pu s'y attendre et typiquement préparer le milieu à ça. Alors là, on ressent une autre difficulté qui m'a été signalée par les établissements spécialisés avec lesquels je suis également en relation et où elle a fait quelques stages, c'est-à-dire que dans les jobs peu qualifiés, style niveau 5, voire peut-être pas qualifiés, mais enfin de petites qualifications, nos jeunes se retrouvent avec du personnel qui lui-même est peu qualifié, qui lui-même, quelquefois, est en situation sociale pas forcément très stable ni très évidente, donc des personnes qui sont dans les difficultés et à qui on demande de prendre en charge en plus un jeune handicapé sans formation, mais on va au désastre souvent. C'est ce qui s'est produit dans le cas du premier apprentissage de ma fille. La lingère l'a pris en grippe tout de suite. Elle ne comprend pas ce que je lui demande de faire. Elle ne sait pas plier les serviettes comme ça. Évidemment, ma fille a du mal à gérer l'espace. Je lui ai montré. Elle ne sait pas reproduire. Non, elle ne sait pas reproduire. Il faut utiliser d'autres stratégies, etc. Maintenant, elle est dans un autre apprentissage, dans une entreprise de restauration collective qui est la plus grosse d'Alsace. Je vais la citer, l'Alsacienne de restauration. Et je la cite parce qu'elle a une politique délibérée d'emploi de personnes handicapées. Un article est paru dans la presse locale dernièrement à ce sujet. Et elle a rencontré beaucoup de bienveillance dans l'équipe où elle a été intégrée. Beaucoup de gentillesse, c'est ce qui fait que les choses se passent bien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la gentillesse, c'est bien quand on la trouve, mais si on veut faire de l'inclusion professionnelle un processus, enfin une démarche systématique, la gentillesse ne suffit pas. Il faut un minimum de technicité et pour cela, sensibiliser le milieu, leur expliquer les difficultés
du jeune qui peuvent être spécifiques et à son handicap et à sa propre personnalité, puisque le handicap fait que se surrajouter au caractère et à la personnalité de l'enfant, leur donne des stratégies, des outils pour y remédier. Donc je pense que le milieu doit être bien informé, il ne s'agit pas de cacher les choses et de dire ils découvriront petit à petit et puis ils se débrouilleront. Non, il faut jouer carte sur table, être franc, donner des remédiations techniques et un accompagnement. Un accompagnement autant des personnes qui accueillent le jeune, en tout cas pour un certain temps, que l'accompagnement du jeune lui-même par une personne extérieure à l'entreprise. Voilà, moi c'est ce que les enseignements que je tire de l'expérience personnelle. Pour l'instant, ma fille est en période d'essai, donc j'espère de tout cœur qu'elle pourra confirmer sa période d'essai et terminer son apprentissage. Et c'est un témoignage qui a été enrichi également du témoignage d'autres parents qui se sont trouvés dans des situations sinon semblables, du moins analogues. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bronstein. Je pense que nous formulons tous le souhait que la période d'essai de votre fille se solde de manière positive. Et je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Havener, qui va cette fois nous donner le point de vue finalement des professionnels de l'accompagnement au moment justement de ces transitions dans le parcours des personnes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une aide technique, un appareillage, un aménagement doit être toujours pensé en termes de facilitateur d'action et ces apparillages, ces aides techniques vont être acceptés s'ils correspondent au code de la culture jeune, au code auquel l'enfant s'identifie. Et parmi ces codes, on a un code qui est prépondérant, c'est le code vestimentaire. Et on voit souvent, par exemple, des enfants qui acceptaient des appareillages lorsque le code vestimentaire était celui du vêtement de sport et des chaussures de sport, se mettent tout d'un coup à préférer boiter, marquer leur boiterie, lorsqu'ils passent à un code vestimentaire pantalon slim ou féminisation, par exemple, chez les jeunes filles. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces codes vestimentaires participent à l'autonomie de décision. Ce n'est pas forcément en rapport avec l'indépendance fonctionnelle. Par exemple, on peut avoir un enfant qui se débrouille en inclusion, tout seul, en manifestant vraiment son indépendance, et puis qui va avoir recours en code vestimentaire à une chemise qui est incapable de boutonner le matin, par exemple. À l'inverse des jeunes, des enfants, des très jeunes enfants pour lesquels l'appareillage, les aides techniques se manifestent par la couleur, lorsqu'on rentre dans cette période de préadolescence ou d'adolescence, c'est souvent la couleur noire qui va être la couleur des toiles de fauteuil. Alors c'est la couleur aussi qui permet de coordonner tous les vêtements, toutes les couleurs de vêtements pour nos ados. Et même les adaptations doivent devenir noires. Les corsets sièges doivent vraiment s'ajuster. On ne marque plus l'empreinte de l'appareillage. Il faut que les contours s'ajustent vraiment au corps, qu'ils permettent le vêtement, enfin, qu'ils permettent la stabilité, qu'ils permettent les déplacements, mais qu'ils ne marquent plus la différence du handicap en tout cas. Et pourtant, on est souvent surpris de voir que ces jeunes savent aussi sortir de ces codes. C'est-à-dire qu'en termes de langage, en termes de vêtements, si l'enjeu est important, par exemple, je pense à un jeune qui fait un stage de vente dans une concession automobile, eh ben, on n'est pas surpris de les voir, par exemple, avec un costume cravate. Voilà. Bouleverser complètement leur code. Lorsqu'on regarde les déplacements, c'est souvent une période où la séduction accompagne la vie dans la vie amoureuse, l'entrée dans la vie amoureuse. Et là aussi, on peut voir des jeunes qui étaient avant des jeunes qui se déplaçaient debout, tout d'un coup réclamer un fauteuil, non pas par fatigue, mais parce qu'ils ont envie de dissimuler leur boiterie. En tout cas, ça leur permet de s'inclure parmi les autres. Et à l'inverse, on a aussi des enfants pour lesquels on avait programmé leur mode de déplacement, c'est-à-dire qu'on avait anticipé leur degré de dépendance. Je pense à un jeune qui se déplaçait en fauteuil roulant électrique.
et qui, arrivé au moment du passage au collège, nous a refusé le fauteuil électrique et s'est remis en fauteuil manuel. Et aujourd'hui, il est en faculté, il est toujours en fauteuil roulant manuel. Donc ça veut dire aussi qu'on a, en tant que professionnel, des fois, des projections sur les limites des enfants qu'on accompagne. Lorsqu'on parle d'ergonomie, je pense par exemple à la hauteur d'une assise de fauteuil. On a toujours l'approche de penser poste de travail, déplacement, dextérité. Et puis on oublie parfois que la hauteur d'une assise, c'est aussi ce qui valorise l'enfant. Et je me souviens de cette jeune fille qui nous renvoyait vraiment ça et qui nous a fait comprendre que la taille était importante. Et elle nous expliquait que quand elle était avec ses enfants debout, il ne fallait plus lui régler son assise aussi basse. Elle avait besoin de se sentir proche des jeunes qui étaient debout. Il y a aussi un paradoxe, je trouve, dans la maîtrise des déplacements, c'est que parfois, plus l'enfant est jeune, moins on prépare son autonomie. Pourquoi ? Et pas parce qu'on le sécurise énormément. Alors, je pense à ces enfants en fauteuil qui ont des roulettes anti-bascule, sur lesquelles on règle les axes de roue en arrière et qui leur évite toute chute en arrière. Mais ces enfants qui sont accompagnés au quotidien par des professionnels qui vivent avec leur famille, on ne les voit pas grandir. Et des fois, on loupe cette étape, qui est l'étape où je deviens autre, où je ne suis plus enfant, et où je peux passer à autre chose. Parmi les acteurs qui vont être importants dans cet accompagnement, on a l'ergothérapeute. Et je pense qu'un des rôles, une des missions en tout cas, chez nos collègues ergothérapeutes, c'est d'éviter tout ce qui est insécurité et appréhension. Je pense que si on accompagne l'autonomie, c'est aussi en agissant sur cette insécurité, cette appréhension d'aller vers quelque chose de nouveau, qu'on est gagnant dans l'accompagnement. Et donc, ce qui veut dire que la chaîne de mobilité, elle doit être mise en situation écologique. Ce n'est pas simplement proposer une aide, la tester au sein d'un établissement. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans les situations les plus difficiles. Parce que voilà, toutes les villes ne ressemblent pas à ce qu'on peut voir ici, quoi. C'est les trottoirs défoncés, c'est des bordures de trottoirs. C'est aussi penser qu'il n'y a pas que le côté physique dans le déplacement. Il faut aussi maîtriser sur le plan cognitif tous les dangers de la circulation. Je pense que vous me rejoignez là-dessus. Et donc, il faut aussi penser, comme on le fait avec nos enfants, qu'il faut retracer aussi les chemins qui mènent à l'école, les chemins qui mènent au stage, et qu'à fur et à mesure qu'on accompagne les enfants, qui se sentent sécurisés, on leur permet après de passer à l'étape supérieure. Et puis les envies évoluent, et puis on a aussi des jeunes qui grandissent, et plus on approche de la majorité, on se pose la question de la conduite automobile, par exemple. Alors nous, on a la chance d'avoir un simulateur de conduite, ce qui permet de regarder la faisabilité, de trouver les adaptations nécessaires, et puis aussi d'avoir une étape intermédiaire, celle où on peut apprendre, on n'est pas encore sur la route, on commence à travailler des réflexes, on commence à se sécuriser, et lorsqu'on doit passer à l'étape conduite automobile, on a levé cette appréhension. J'aimerais aussi vous parler de l'environnement du quotidien, parce que tous les jeunes n'ont pas la chance de bénéficier de structures adaptées, facilitées pour le handicap, pensées pour le handicap. Et même lorsque cela existe dans une ville, ce n'est pas forcément la structure qui correspond, et je pensais à Mme Lanson ce matin, qui correspond au choix de formation du jeune. Et donc, on va accompagner des jeunes dans des structures qui ne sont absolument pas pensées, qui représentent des contraintes énormes sur le plan du bâti. Et il va falloir trouver des adaptations, mais aussi diverses que pouvoir retrouver de l'intimité pour une jeune qui doit réaliser des sondages urinaires, puisque j'aimerais parler de l'apprentissage de propreté, mais aussi penser à la restauration, comment une jeune va pouvoir manger le midi alors qu'elle est en fauteuil roulant électrique et que le mobilier n'est pas prévu. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est de ne pas arriver en terrain conquis. On n'arrive pas en disant voilà, je sais, je vous apporte la bonne réponse. Parce qu'il faut, à un moment donné, qu'on ait une action pédagogique. On est invité dans les structures. Et donc, il faut pouvoir expliquer pourquoi on veut mettre cet aménagement, pourquoi c'est celui-là, pourquoi on a éliminé tous les autres, et quel est le sens de l'aménagement.
Chez ces jeunes, une particularité aussi, c'est qu'on a du mal à faire de l'ergonomie à titre préventif. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore dans le vieillissement. Ils n'ont pas cette pathologie du squelette avec les douleurs. Voilà. Et donc, ils ne se projettent pas dans le futur. Ils sont dans l'immédiat. Et il faut des fois attendre qu'ils soient confrontés à la fin de, je pense, un stage, aux douleurs du quotidien, pour finalement qu'ils soient demandeurs d'autre chose. Et il faut parfois, c'est nécessaire, attendre que cette demande soit formulée. Il y a quelque chose aussi qui est important en termes ergonomiques, c'est le sport, par exemple. On voit qu'il y a de plus en plus de sports qui se sont adaptés au grand handicap, ce qu'on appelle le grand handicap physique. Donc on voit maintenant des enfants qui font du foot fauteuil électrique, de la sarbacane ou de la boccia. Donc on voit que l'ergonomie pénètre partout dans l'accompagnement. Et ça permet à des enfants d'être valorisés, pas simplement dans le sport loisir, des fois dans le sport compétition, l'impression de pouvoir se dépasser. Je voudrais aussi vous parler d'une chose qui nous a frappés. Alors je suis kiné, et dans notre approche très orthopédique, on est confronté à des maladies chroniques, pour lesquelles, je pense à une jeune fille qui présentait une scoliose importante, enraidissante, qui nécessitait un corset-siège d'adaptation. On était super contents de l'adaptation qu'on avait faite. Et elle, la première chose qu'elle nous a dit, c'est « Ah mais ça va pas, je ne peux pas utiliser mon téléphone ». Le téléphone, aujourd'hui, le téléphone portable, c'est devenu un élément indispensable pour tous les jeunes. Aujourd'hui, c'est la musique, c'est la communication. Et donc, on avait tout faux. Il a fallu repenser le projet. Et j'en viens à dire que chez ces jeunes, l'univers numérique, c'est vraiment quelque chose. Mais ce n'est pas simplement ce qui va permettre le travail scolaire. Bon, on voit tous l'utilisation du portable. C'est aussi tout ce qui permet l'aspect ludique, l'accès aux jeux. Et il n'y a pas... Alors, qu'on considère l'enfant alité dans un SSR ou qu'on considère l'enfant qu'on accompagne dans le médico-social, on peut plus se passer des aménagements autour des nouvelles technologies. Et parfois, c'est même des aménagements très complexes, puisque lorsque les enfants n'ont pas de problème cognitif, ils sont très multitâches. Et c'est le portable, plus le téléphone, plus la manette de jeu, plus l'accès à la télé, parfois pour certains enfants. Et donc, il faut avoir cette approche d'ergonomie beaucoup plus simple. Et je conclurai en disant que ce qui est important dans notre approche, c'est d'avoir une approche qui respecte bien tout ce qui est le quotidien d'un enfant, en termes de continuité de bien-être, c'est-à-dire ce qui va permettre le lien social, le respect de son paraître, parce que je crois que ça c'est vraiment important, ses loisirs, sa culture, et donc de penser tous ces aménagements dans un ensemble, et de penser plus à la personne que l'on a en face de soi, plutôt que la pathologie qui est présente. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Avenel. Du reste, je me permettrai peut-être une question, puisqu'on a beaucoup parlé des négociations entre les professionnels et les familles, à un moment donné, dans les phases de transition. Est-ce que vous-même, en tant que professionnel, et dans les aménagements que vous proposez, puisque certains sont peut-être pas forcément les plus ergonomiques en soi, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là, de devoir négocier à la fois avec les personnes et avec leur environnement familial? Oui, bien sûr. Alors, mes propos aujourd'hui étaient plutôt sur la classe adolescente. Et le paradoxe, c'est que la négociation, elle est plutôt sur la période de l'enfance. On parlait du déni du handicap, par exemple. Moi, j'ai le souvenir de parents qui acceptaient dans un institut le fauteuil roulant de leur enfant, mais qui ne l'acceptaient pas chez eux. Et lorsque leur enfant est rentré dans l'inclusion, c'est-à-dire que ce n'était plus un institut d'éducation motrice dans lequel on faisait classe, lorsqu'on a proposé à la famille de rentrer dans l'inclusion, la problématique, c'était l'acceptation du fauteuil. C'était tout d'un coup de se dire qu'il y aurait un fauteuil à la maison, parce que l'enfant allait partir de chez les parents avec son fauteuil pour aller à l'école. Et donc, la négociation, elle est à différents niveaux. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, nous allons redonner la parole aux familles, en la personne de Monsieur Gallard, qui est à la fois parent
d'un homme en situation de handicap, mais également ancien président d'une association de famille et également d'une association gestionnaire, et qui va pouvoir nous apporter la richesse de toutes ces expériences-là. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord la date de permettre à l'UNAPIOI de participer à cette table ronde. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc oui, je suis parent avant tout, de Philippe, un garçon qui a 46 ans, qui était malvoyant de naissance, atteint de cataracte congénitale et non-voyant depuis l'âge de 20 ans, suite à des décollements de rétine et ulcères de la cornée, et reconnu handicapé mental profond. Bien que l'annonce nous ait été faite à sa naissance, nous le décrivant inéducable, il a acquis une certaine autonomie. Il sait se déshabiller seul, mais pas s'habiller, manger seul, mais ne sait pas préparer son assiette, connaît parfaitement les goûts des aliments et sait demander ce qui lui fait envie. Pour la toilette, il a besoin d'aide. Il se déplace seul dans un environnement qu'il connaît. Le travail pour lui ne représente rien. Par contre, il joue de l'orgue depuis ses 3 ans. Il a usé déjà plusieurs orgues. Il joue avec ses 2 mains, sans jamais faire de faux accords. C'est peut-être ce que je lui ai légué de bien, puisque j'aime la musique et le chant. Il va sans dire que c'est son occupation préférée, et il est depuis 24 ans accueilli en semaine dans un FAM de l'ADAPI des Deux-Sèvres et revient à la maison tous les week-ends. J'ai présidé, comme vous l'a dit M. Coulet, pendant 12 ans l'ADAPI des Deux-Sèvres, adhérente de l'UNAPI. Cette association, comportant plus de 1000 salariés et plus de 2000 personnes accompagnées, établissements et services. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette présentation de ma situation, parce que je pense que quand on est engagé dans le monde associatif, eh bien, on doit oublier sa situation personnelle, sans quoi on ne peut pas conduire la responsabilité qui nous incombe. Donc, je vais essayer de développer devant vous le témoin que j'ai été durant ces 12 années, en tant qu'un regard de parent, bien sûr, mais un regard surtout de président. Tout d'abord, la personne handicapée mentale est une personne vulnérable. Je m'exprimerai surtout sur les personnes handicapées mentales, puisque c'est le champ d'action de l'UNAPI. De ce fait, cette personne, elle requiert de l'attention et de la surveillance pour la sécuriser et la protéger. Chaque personne, quelle qu'elle soit, accède à l'autonomie selon un rythme qui lui est propre. C'est d'autant plus vrai pour les personnes handicapées mentales. Pour un parent comme pour un professionnel, miser sur les compétences d'une personne handicapée mentale, lui faire confiance tout en acceptant une prise de risque, est une démarche parfois difficile. Le protectionnisme naturel est amplifié de par le handicap et par sa nature. Pourtant, vivre prudemment, sans prendre de risques, c'est risquer de ne pas vivre. Un risque pris menant au succès augmente la confiance en soi. Les éducateurs contribuent à ce que la personne possède le maximum de chances pour réussir les évolutions et puisse attribuer les mérites de ses réussites. Ils favorisent ainsi le développement de la confiance en elle-même de cette personne et l'amélioration de son image personnelle, sans occulter le point de vue de la personne concernée. Il n'est pas question de faire à la place, mais de faire avec. Alors pour la famille, un long parcours de reconstruction a déjà été effectué pour reprendre confiance, se refaire un projet de vie, oublier les attentes, les projets de départ, s'autoriser à le laisser grandir, l'accompagner au mieux de ses possibilités
en partageant cet enjeu avec la famille élargie et le voisinage, les institutions et les services, qui, dans le cadre de cet accompagnement, peuvent aider la famille à reprendre confiance en elle-même et en l'adulte, en l'aidant à changer le regard qu'elle porte sur lui, sur elle, pour oser à nouveau se projeter dans l'avenir. Les changements, les progrès génèrent une reprise de conscience pour l'intéressé et son environnement. Mais il en découle aussi des changements de compétences, voire d'exigences auxquelles son entourage doit s'adapter pour ne pas freiner ce mouvement de progrès par un comportement de résistance au changement de la part des parents, voire de l'intéressé et de l'établissement. Nous sommes là au carrefour de la demande paradoxale, aider au changement sans rien changer qui dérange. Pour éviter ces écueils, il me semble que la triangulation famille, usagers et services soit une réponse. Cette triangulation peut favoriser les échanges sur la perception des changements et leurs impacts directs sur l'environnement de la personne. Elle peut aider les parents à formuler leurs ressentis sur ce qu'ils n'auraient pas su ou pas réussi à faire et qui se sentent parfois disqualifiés par leur enfant ou par l'institution face à l'offre et la réussite institutionnelle, chacun prenant sa part de risque. Un, pour la famille, celui de faire confiance à l'institution et de respecter ses engagements. Présence, horaire, tenue, projet. On a parlé de la tenue tout à l'heure. Le 2, l'institution, de faire confiance en la famille et en l'intéressé pour le faire progresser harmonieusement, mais pas sans lui. Et l'intéressé, qui, dans un climat de confiance, accepte des propositions, de l'exposer continuellement pour progresser et un jour prendre son autonomie si cela devient possible. Durant ces années de présidence, j'ai fait le constat suivant en atelier de travail des ZAT. J'ai été témoin de personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, avec de grandes difficultés d'élocution, qui cependant étaient capables de gérer à longueur de jour des machines à commande numérique sans se tromper. Elles ont cette capacité à nous surprendre, à enregistrer et à ne pas se disperser. Faut-il avoir la volonté et l'audace de prendre le risque de leur faire confiance? Lorsque un président, comme j'ai été, visite un établissement, vous savez, toutes les personnes qui sont dans les ateliers, eh bien, elles aiment avoir contact avec le président. Alors, j'ai été souvent à leur contact et voulaient me dire ce qu'elles faisaient. Alors, certaines avaient la capacité de le dire, d'autres me le faisaient par des signes que je ne comprenais pas forcément, mais le moniteur arrivait. Mais c'était le fait de démontrer ce qu'elles étaient capables de faire. Et ça, le rayonnement de ces ouvriers a été pour moi édifiant. Durant ces années aussi, de nombreux parents ont demandé à me rencontrer, vous en doutez bien. De tous ces rendez-vous, j'en ai retenu qu'un seul négatif. Une seule famille m'a exprimé de façon véhémente son désaccord sur l'autonomie que laissait l'établissement à leur fils de 30 ans, et tout particulièrement sur sa vie affective et sexuelle. Autre débat, vous savez, ce jour-là, j'ai apprécié d'avoir anticipé, d'avoir proposé à l'association de travailler sur un référentiel vie affective et sexuelle, ce qui m'a permis de pouvoir, je dirais, malgré tout, maîtriser la situation vis-à-vis des parents, de ses parents, puisque les professionnels n'avaient fait que s'en tenir à ce référentiel. Depuis plus d'un demi-siècle, l'UNAPI a toujours eu en son sein l'esprit d'innovation, de création. Simple exemple de taille, s'il en est un,
le concept de CAT a été imaginé au sein de l'ADAPEI par un parent et un professionnel. Je peux même dire la région, c'était Carcassonne. Et Dieu sait si, en leur donnant par ces structures l'accès au travail, ça a été un pas en avant qui a été générateur d'autonomie. J'ai presque terminé. Le bonheur pour une personne différente, c'est de se rendre compte qu'elle est considérée. L'UNAPI est gênée d'entendre dire que les parents sont un frein à l'autonomie de leur enfant, quel que soit son âge. Ils sont bien au contraire, dans une grande majorité, en demande de toujours plus afin de développer le maximum du potentiel de leurs jeunes. D'ailleurs, l'association Nous aussi, qui est une association créée par l'UNAPI, mais animée et gérée par des personnes handicapées et présidée, animée par elles, témoigne ô combien elles sont surprenantes dans leur capacité à transmettre leurs souhaits, leurs ressentis, tout en faisant remarquer qu'elles sont conscientes de leurs limites. Elles sont le symbole d'une réussite de l'éducation spécialisée, même si souvent on fait quelques remarques négatives. Elles n'hésitent pas cependant à s'exprimer sans ménagement par la voix de leur président, Cédric Mamez. Voici ses propres termes: « On fait trop souvent sans nous, pour nous ». Alors, en conclusion, je dirais, n'ayons pas peur. Forçons le destin. Cultivons le goût du risque, comme les grands sportifs. Ayons toujours le souci d'associer les personnes concernées. Et en retour, elles continueront à nous surprendre. Merci beaucoup. Je m'aperçois que nous avons largement excédé le délai qui nous avait été imparti. C'est dommage, nous ne pourrons pas croiser les interventions autant que nous l'aurions souhaité. En tout cas, je remercie l'ensemble des intervenants et je redonne la parole à Anne Thévenet.